Bonjour, je suis Jean-Claude Engrand, le président de l'association Culture et Patrimoine de Coran. Et nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Mu de Manja qui expose ses œuvres jusqu'au 15 mai dans les salons de la Condamine. Mu de Manja fait déjà le buzz dans les réseaux sociaux. 7 grands magazines féminins ont déjà été informés de cette exposition et 2 articles sont parus dans le Dauphiné libéré. Alors, pour mieux comprendre ce phénomène mu de Manja, comment pourrais-tu te définir? Tout d'abord, bonjour Jean-Claude. Merci pour cette belle introduction et merci de me recevoir dans les salons de la Condamine jusqu'à mi-mai. Alors, comment me définir? Disons que je suis artiste depuis toujours et j'ai une culture, une formation scientifique. Et j'ai voulu allier dans mes créations artistiques, dans mes tableaux, ces deux compétences. Donc, ce que je fais, j'ai une signature. Chaque tableau est tagué d'un QR code et ce QR code, une fois flashé avec un smartphone, ouvre sur une création sonore qui permet d'aller plus loin dans le tableau, qui permet de rentrer dedans et de dialoguer. Donc, avoir une sorte de réalité augmentée par rapport au thème du tableau. Donc, le spectateur se retrouve a non seulement accès visuellement au tableau, mais en plus, il y a tout un apport sonore et il part dans ton domaine de création. Est-ce que c'est bien ça? C'est tout à fait ça, oui. Donc tu proposes 2 thèmes qui semblent assez différents, un thème sur la méditation et un autre sur le Covid. Alors comment expliques-tu ces 2 thèmes et comment jouent-ils l'un par rapport à l'autre? Disons que j'ai une culture traditionnelle, c'est-à-dire que j'ai étudié les traditions d'Orient, d'Occident, avec toute la partie d'information effectivement traditionnelle des anciens. Et en parallèle, donc, j'ai cette culture scientifique et je souhaite allier les deux parce qu'à mon avis, c'est quelque chose qui est très porteur. Alors, effectivement, j'ai choisi la série Covid pour exposer à la Condamine dans le cadre de cette exposition parce que c'est tout à fait un phénomène de société. Et c'est un phénomène de société qui est intéressant parce qu'il existe au niveau mondial et donc dans l'espace et il existe au niveau temporel, c'est-à-dire qu'il trouble toutes les générations. Et je pense que c'est quelque chose qui va faire une rupture dans la continuité du temps au niveau sociétal, à tous les niveaux, et même au niveau de l'art d'ailleurs. On peut parler par rapport à l'art contemporain, il y a peut-être un nouveau rapport, un nouveau paradigme par rapport à la création et finalement à l'interaction entre l'artiste et le spectateur. Voilà, tout à fait. C'est-à-dire que je pense qu'on est effectivement à un moment où on est à une rupture. C'est-à-dire que l'art contemporain est maintenant réservé je dirais, une élite dans sa compréhension. Et il est temps, je pense, de faire sortir des nouveaux paradigmes. Alors, je parlerai très rapidement d'un ouvrage qui a été écrit par Nathalie Hennig, qui étudie l'aspect sociologique de l'art et notamment qui a écrit un livre qui s'appelle Le paradigme de l'art contemporain. Et on voit bien que ce qui ressort, effectivement, c'est cet aspect intellectuel élitiste. Et si on n'a pas accès à cet aspect élitiste, à cet aspect intellectuel, on ne comprend pas l'œuvre. Et ça, c'est vraiment très dommage. Et je pense qu'il faut réintroduire une compréhension de l'œuvre beaucoup plus directe en gardant un côté intellectuel de l'œuvre, bien sûr. Et dans l'histoire de l'art, on a bien vu est apparu, disons, au début du XXe siècle, une distanciation entre l'art qui est représentatif de situations et une sorte d'abstraction qui était aussi de l'art, mais il y a un décalage total entre une œuvre classique et un Malevich
Malevich, c'est 1910, un carré blanc sur fond blanc. Et donc, c'est déjà éloigné. Et il y a déjà cette rupture. Et dans tout l'art abstrait, après, on retrouve cette rupture entre l'appréhension immédiate et l'intellectualisation, non? Oui, tout à fait. Et effectivement, le Malevich, je dirais, engage les prémices de cette rupture avec l'art traditionnel. Et comme le dit très bien Nathalie Hennig, on a l'art traditionnel, l'art moderne et l'art contemporain. Et ce n'est pas une question de date, en fait, mais plutôt une question d'orientation d'optique. Et dans ce sens, l'art contemporain pousse effectivement ce côté connaissance de ce qu'il y a derrière l'œuvre pour pouvoir l'apprécier, elle le pousse à son paroxysme. Et du coup, le spectateur qui n'a pas cet aspect intellectuel perd toute la saveur de cette œuvre. Et ça, je pense que c'est très, très regrettable. L'art contemporain arrive même à un système paroxysme, c'est-à-dire que les œuvres les plus récentes ne jouent presque plus à la limite sur ce côté intellectuel, mais ne jouent que sur l'aspect transgressif, qui est une donnée fondamentale de l'art contemporain. Quand on regarde par exemple un Maurice Lannes avec sa banane scotchée, bon, on sent bien qu'il y a de la transgression au niveau de l'exposition habituelle. Quand on voit un Jeff Koons, on sent bien qu'il essaye de transgresser les limites entre l'art et le design. On ne sait plus très bien, en fait. Et je pense que le rôle de l'artiste du XXIe siècle, c'est de rétablir un dialogue de façon à ce que la spectateur ou la spectatrice puisse aller plus loin dans l'œuvre et ne soit pas privé de la partie intellectuelle de l'œuvre. Je pense que c'est très important. Ça, c'est le rôle de l'artiste. Et puis, il y a à côté, sur le même thème, le rôle de la science, puisque tu parles d'élasticité de l'espace, comme ça. Donc, on introduit à ce moment-là, dans la, dans la compréhension générale d'une œuvre et de ce que l'on vit dans la vie de tous les jours, on introduit cette élasticité de l'espace. Oui, l'élasticité de l'espace, oui. Effectivement, je pense qu'actuellement, le monde est énormément guidé par la science et les retombées de la science. Donc, je pense que c'est un élément fondamental. Et en plus, la science a quelque chose de formidable, c'est que c'est fédérateur. C'est-à-dire que les scientifiques discutent, communiquent dans le monde entier et forment des réseaux, quelles que soient leurs opinions, leurs religions, etc. La science prend le dessus. Et ça, c'est un aspect que je voudrais souligner parce que c'est un aspect qui est vraiment très important. Et c'est pour ça que je voudrais donner aux personnes qui le souhaitent, je voudrais partager mon expérience. Effectivement, au niveau formation, donc j'ai fait une spécialisation en physique des particules, j'ai regardé la mécanique quantique, la relativité générale, en plus de mes études d'ingénieur. Donc, j'ai un certain bagage et je voudrais partager ce bagage et permettre aux gens d'accéder à travers les œuvres. Et c'est pour ça que j'ai des QR codes, justement, à ce genre de données, de subtilité qui fait qu'une œuvre va plus loin que ce qu'elle pourrait, ce que l'on pourrait penser. Est-ce que c'est éloigné de la pensée intuitive, de la conscience en tant que champ d'énergie? Alors, justement, je me présente comme architecte de l'espace-temps pensé. Alors, c'est un peu, ça paraît un peu pompeux, certes, mais derrière, c'est quelque chose de très simple que je voudrais expliquer parce qu'effectivement, ça guide beaucoup toute ma démarche artistique. Ce qu'il faut savoir, c'est que, par exemple, si on reprend la démarche des mathématiciens, des scientifiques, comment créent-ils le monde, comment créent-ils des modèles? En fait, ils partent de l'espace, de l'espace 3D, de l'espace d'Euclide, je dirais, et ils manipulent ensuite des espaces, dans des espaces algébriques abstraits, des concepts, des modèles, ils créent des nouveaux modèles, et une fois ces modèles créés, ils les réinjectent dans la réalité. Quand je parle d'architecte de l'espace-temps pensé, c'est en fait exactement la même démarche,
mais Même démarche, mais en tant que démarche artistique à ce moment-là. voilà, en tant que démarche artistique, c'est-à-dire le premier élément, c'est la partie physique de l'œuvre, où là, je pense qu'il y a déjà une notion de justesse de l'œuvre qui est importante. C'est-à-dire que le tableau ou la création doit être juste par rapport au message qu'elle veut passer. Et là, la partie physique, c'est cette fameuse partie 3D dont je parlais à l'instant. Ensuite, pourquoi espace-temps pensé? À l'instar de la science où les modèles sont créés par la pensée intellectuelle, je pense qu'il est important de développer la pensée intuitive. Et la pensée intuitive, c'est cette pensée qui permet d'aller plus loin, qui permet d'utiliser le champ de conscience, la conscience. Alors, on parle beaucoup de conscience en ce moment, de plus en plus. Avant, les scientifiques qui parlaient de conscience n'étaient pas des scientifiques, tout simplement. Maintenant, on voit que dans des journaux comme La Recherche, on a 40 pages sur la conscience. C'est quelque chose qui était invraisemblable il y a quelques années. Et donc, la pensée intuitive va puiser dans la conscience. Pour moi, la conscience, c'est un champ d'information, un champ d'énergie, je dirais. Et cette pensée intuitive va manipuler donc ces informations de la conscience pour créer des nouveaux axes de pensée et réinjecter dans le monde figuratif, dans le monde 3D, dans le monde de l'exprimer, d'expression, dans le dialogue avec le spectateur. C'est à ce moment-là le rôle de l'artiste, justement, de reprendre ce champ d'énergie et de le réintroduire comme dans les œuvres pour que ce soit accessible au public. Est-ce que c'est Voilà. ça un petit peu? C'est tout à fait ça. Voilà. Mais pour ça, il faut des outils. Il faut des outils parce qu'on n'a pas accès à l'intuition, on n'a pas accès à la conscience comme ça, tout d'un coup, de manière magique. Et actuellement, on a des outils qui viennent d'ailleurs de la tradition, qui viennent du passé, et notamment la méditation. Et c'est pour cette raison que j'ai créé cette série méditation, qui est que j'offre en fait aux spectateurs de façon à ce qu'ils puissent pratiquer la méditation. C'est 7 méditations qui sont basées sur 7 tableaux liés au chakra, donc des notions traditionnelles encore, pour lequel d'ailleurs j'ai écrit un petit livre qui s'appelle Les 7 méditations. Et chaque méditation, on peut l'écouter à travers le QR code, justement, qu'on peut scanner avec le smartphone. Et chaque méditation permet de travailler sur un chakra. Donc, ça veut dire qu'on part du chakra racine, le plus bas, et cette méditation s'apparente à ce qui est très courant actuellement en méditation qu'on appelle méditation pleine conscience. Et petit à petit, je fais monter pour tous les chakras jusqu'au chakra couronne. Et l'idée, c'est de développer justement toutes les parties, aussi bien physiques, au niveau de l'énergie, travail de l'énergie, que intuitives du corps pour arriver à capter et à se connecter à ce champ de conscience. C'est pour ça que cette série méditation, je suis ravie qu'elle soit, que vous l'ayez sélectionnée en même temps que la série Covid, parce que c'est pour moi, 2 éléments qui sont fondateurs de l'art du XXIe siècle tel que moi je le conçois, c'est-à-dire proposer des outils, proposer des axes de pensée et ensuite la personne qui est sensible à cette démarche peut créer un monde nouveau, tout simplement. Se créer un monde nouveau. Donc finalement, grâce à tes œuvres et aux QR codes qui permettent d'ajouter et d'aider le spectateur à avoir cette conscience de ce champ d'énergie, ça permet aussi de rentrer dans cet univers-là et c'est finalement, on peut dire que tu exposes des portes d'entrée vers des nouveaux univers et ça, c'est fantastique. Voilà, c'est exactement ça. Une exposition de portes d'entrée. Simplement pour ça, c'est vraiment je dirais même une nouvelle vocation pour les artistes, c'est d'ouvrir les spectateurs à un monde encore plus large. Voilà, si le pari est gagné, je trouve ça absolument fantastique.
Eh ben, merci beaucoup. Et on espère que enfin, le public pourra voir tes œuvres le plus souvent possible, euh, avec la partie méditation toujours, je pense, et avec d'autres développements que tu pourras faire dans le futur. Merci beaucoup, Mu de Manja, et nous sommes flattés de t'avoir comme invité à la Condamine. Merci beaucoup Jean-Claude, c'était un vrai plaisir. Création sonore de Mu de Manja, série Covid-19-21, le tag. Je ne vous cacherai pas que le refrain de cette création sonore m'a été inspiré par le titre Made in China du groupe rap chinois High Brothers. D'ailleurs, pour le côté anecdotique, si vous l'écoutez sur YouTube, à un moment donné, vous verrez apparaître This video is not available in your country. Audiophile permitted. Comme si c'était nous, les Occidentaux, qui censurions certains passages. Bref, ceci nous éloigne un tantinet de notre sujet. Alors que je flânais, je tombais en arrêt devant ce tag et fus assailli par un flot de souvenirs, d'informations diverses qui revinrent brutalement à ma mémoire.